Micro pitch sur la gamme Micro Game chez Matago, c'est parti. C'est tout petit jeu. Yo tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et aujourd'hui on va vous parler des jeux tout petits. On va vous parler de la gamme Micro Game de chez Matago. C'est parti. C'est parti. La gamme des Micro Games a été localisée et traduite par Matago. Petit à petit, on voit ces micro-games arriver, on en voit arriver un par mois en France, mais à l'étranger, il y en a beaucoup plus, il y en a toute une soixantaine. Et qui c'est qui s'en occupe de ces petits jeux? Quel est l'éditeur derrière tout ça? Button Shy Games. Button Shy Games, c'est la petite maison d'édition, la toute petite même maison d'édition de Jason Tagmeyer. C'est une maison d'édition où ils ont à cœur de faire des jeux parfaits et de parler, d'avoir une connexion avec leurs consommateurs parce qu'ils assemblent les jeux à la main. Ils assemblent ces petits jeux en général 18 cartes dans un format portefeuille, un format de poche avec un portefeuille double volet. Comme ceci. C'est le format où vos papis et vos mamies, ils mettent leur carte vitale et leur carte de mutuelle quand ils vont à la pharmacie. C'est exactement ça. Et c'est une maison d'édition toute petite encore une fois, qui veut travailler uniquement ce format-là, et c'est pour ça qu'ils en sortent un tous les mois. Évidemment, ça fait un rythme assez soutenu. Vous allez pouvoir les retrouver aussi sur Kickstarter pour justement lancer des projets, être soutenu par différents Patreons. L'idée, c'est de proposer à chaque fois une expérience nouvelle, mais absolument dans le même format. Et chez eux, ils en ont déjà une soixantaine qui est sortie. Ce qui paraît énorme, en France, jusqu'à présent, on en a 7, on en a un par mois qui nous arrive du coup par Matago. Ils reprennent donc le même système mensuel, ils vont nous faire une ribambelle de jeux dans les prochains mois qui arrivent. Vous allez voir, ça va arriver. Ces jeux-là font en général 18 cartes. Forcément, pour un auteur de jeu et pour un éditeur, c'est une contrainte. Carrément. On va se retrouver avec des jeux qui arrivent à contourner particulièrement bien cette contrainte. On va vous faire différents petits pitchs, histoire de vous les présenter, vous présenter la gamme et vous montrer à quel point ça peut être divers, même si vous gardez 18 cartes. On va vous présenter les 7 jeux très rapidement, vous saurez s'ils sont faits pour vous ou non, s'ils vous intéressent, et puis let's go quoi. Hop. Attendez, avant de tout de suite partir sur le pitch, à la fin de la vidéo on vous présentera un 8ème jeu de la gamme, mais celui-là il est un petit peu particulier. Est-ce que c'est un vilain petit canard? Vous le saurez en regardant la vidéo jusqu'à la fin, alors tu restes. Maintenant, ça suffit, nom de Dieu. Commençons donc par le jeu solo, encore solo dans la gamme. C'est ce jeu-là, sous la forme d'une petite pochette un petit peu écrue, je connais parfaitement mes couleurs, qui va représenter la gamme des jeux solo à suivre pour Matago. Et ce jeu, c'est l'île des prédateurs. Vous allez pouvoir y jouer à partir de 8 ans, forcément en solo, et pour une durée d'environ 20 minutes. L'auteur, vous le connaissez, c'est Scott Helms. On le connaît pour la gamme des Tiny Epic. Le mec a fait toute la gamme des Tiny Epic. Alors autant vous dire que celui-là, il est tiny et épique. Pourquoi? Parce que dans l'île des prédateurs, vous allez avoir des animaux un petit peu zinzin qui vont vouloir manger les autres animaux tout aussi zinzin. Finalement, vous vous retrouvez sur une île où tout le monde mange tout le monde. Ah ouais. Enfin presque. Vous avez des cartes qui sont numérotées de 0 jusqu'à 15, vous l'avez bien compté, ça fait 16 cartes. Ces 16 cartes, vous les positionnez de manière à construire un carré, et maintenant, ce que vous allez faire, c'est superposer des cartes les unes aux autres. Une règle en superposition, il vous faudra forcément que la carte que vous arrivez à superposer et qui mangera sa proie soit maximum de 3 supérieurs. 1, 2 ou 3. Si vous avez un 9, vous pouvez la faire manger par un 10, un 11 ou un 12 qui lui est orthogonalement adjacent. Et en plus de ça, les petits animaux qui mangent les autres, lorsque vous allez manger une proie, vous allez pouvoir réaliser l'effet qui se trouve sur la carte de l'animal. Votre but, c'est d'essayer justement d'arriver à correctement lire les différents effets pour les imbriquer et arriver à vous en sortir avec 3 piles ou moins. Et là, vous gagnez la partie. Et c'est assez compliqué parce qu'on est sur un jeu de casse-tête. Vous allez voir que les déplacements vont être vachement importants à réaliser. Les différents effets qui vont vous faire déplacer des cartes, sauter des cartes, manger une valeur et pas une autre.
votre cerveau... Vous l'avez bien compris, ça fait 16 cartes, il en manque 2. Vous allez vous retrouver avec 2 jokers qui sont des animaux, le requin et la baleine, qui vous permettront d'activer leur pouvoir. Votre but, c'est de ne pas vous en servir quand vous voulez vraiment être un expert. C'est un jeu très accessible, mais qui marche extrêmement bien. On a des illustrations qui sont très marrantes. Par exemple, le renard, il va manger le raton laveur. Sur l'illustration, le renard, il fait cuire le raton laveur dans une marmite. C'est vraiment le jeu qui, pour moi, représente bien la gamme. Facile à sortir, vous allez vouloir l'emmener partout. Le solo vous permettra justement de le sortir tout seul, à peu près n'importe où. Une installation optimale avec un minimum de place nécessaire pour pouvoir jouer. Un micro-game dans le bon sens du terme. Ouais, vraiment épuré jusqu'au maximum, c'est minimaliste, mais c'est pas pour ça que vous allez vous retrouver avec une mécanique qui en pâtit complètement. Ah, c'est ultra efficace, ça fonctionne très très bien. Ce sera mon préféré jusqu'à présent, parce que vraiment, au niveau mécanique, on va se retrouver avec une satisfaction d'arriver à le réaliser. C'est du casse-tête qui se renouvelle bien, et on a vraiment l'intérêt de connaître les différentes capacités des animaux. C'est hyper addictif. Ah, parce que plus on va jouer, plus on va acquérir de l'expérience sur comment déplacer tel ou tel animal, on va même connaître les effets des animaux. Vous allez passer des heures et des heures et des heures et des heures. Ouais, on vous dit 20 minutes. Bah, jusqu'à présent, vous étiez seul, et paf, quelqu'un vous rejoint. Sortons un autre micro-game. Il vous faut absolument un duel. Et dans cette gamme, il y a 3 jeux de duel. On va commencer avec le premier jeu, qui sera... Rizière du Cambodge. On va faire du riz. Et dans les rizières du Cambodge, on jouera exclusivement en duel. Il vous faudra avoir 8 ans et vous allez partir pour environ 20 minutes. Et c'est un jeu de Corée d'Amei. Dans les rizières du Cambodge, vous allez vous affronter pour essayer de construire le territoire qui va vous permettre de gagner un maximum de points. Ouais, ça va être une accumulation de points avec, selon si vous faites des grands champs, des petits champs, selon si vous avez des paysans, des taureaux et même des petites maisons. Votre objectif, c'est aussi de correspondre à la carte que vous avez dès le départ de la partie. Ce qui est particulier, forcément, comme on est dans 18 cartes, vous allez vous retrouver avec des cartes qui sont recto-verso. Une partie de cette carte-là, les ancêtres, vont vous servir pour le début de la partie. Vous allez distribuer des ancêtres à chaque joueur et vous allez choisir celui qui vous va le mieux pour la partie en cours. Il va déterminer votre façon de scorer pour cette partie. Mais sur le verso de ces cartes, vous allez vous retrouver à justement voir les différents champs, les différents buffles et les différentes maisons qui vont vous permettre de construire vos territoires. Malin, on a réduit la moitié des cartes. Et vous allez avoir sur justement ces territoires des routes qui vont séparer chacun de vos champs. Et lors de la phase humide, vous allez pouvoir piocher des cartes de votre main pour pouvoir agrandir vos champs et les délimiter. Une sorte de principe de draft que vous allez pouvoir sélectionner, positionner correctement et passer ceux qui vous restent à votre adversaire. Vous allez en recevoir et essayer justement de les agencer de la meilleure manière en fonction de vos points de victoire et de vos espoirs de points de victoire. Et faut pas oublier de mettre une petite carte au milieu également, parce que ces cartes vous allez vous en servir lors de la saison sèche. C'est comme si vous prépariez la suite du jeu qui vous permettra justement de récupérer ensuite des cartes visibles par tous. Au final, à la fin de la partie où on aura utilisé toutes les cartes disponibles sur la table, vous aurez construit vos champs. Le joueur qui l'emporte sera le joueur qui aura marqué le plus de points dans les différentes sections de la partie. Au niveau de la rejouabilité, on est sur quand même quelque chose de très efficace, de par le fait que vous vous retrouvez avec différents moyens de marquer des points, aussi bien par le jeu en lui-même que par votre ancêtre. Oui, il y a un paquet d'ancêtres. C'est ça aussi qui va vous permettre de voir une autre expérience du jeu. Carrément. Passons maintenant au second jeu de la gamme Duel. Il s'agit des Chariots de l'Ouest. On part dans le western. C'est un jeu qui sera jouable à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Et c'est un jeu qui est réalisé par Danny Devine, Paul Kluka, ainsi que Steven Aremini. Les mecs sont 3 quand même. On fera pas de jeu de mots sur le fait que dans son nom il y a Mini. Bien vu ça. Dans les Chariots de l'Ouest, vous allez avoir un système de construction de territoire, encore une fois. Vous allez pouvoir superposer vos cartes pour essayer, encore une fois, de correspondre
aux cartes qui vont être positionnées au centre de la table. Des objectifs pour gagner des points de victoire. Là encore, on retrouve le système des cartes recto verso, puisque d'un côté vous allez avoir les territoires et de l'autre côté les différentes manières de scorer. Ils sont malins et c'est là où on peut remarquer que déjà il y a un effort d'édition. La rejouabilité, du coup, elle en est décuplée. Vous allez vous retrouver avec des petits symboles, 6 types de territoires différents. Vous allez essayer de les faire matcher de la meilleure manière et d'arriver à marquer un maximum de points. La sélection des cartes se fera au fur et à mesure en laissant potentiellement des choix à votre adversaire. Essayez de lui laisser les pires choix. Ouais, la mécanique, elle est très bien, je trouve, parce que vous allez construire une roue sur la table et lorsque vous allez devoir sélectionner une carte, vous pouvez passer sur la carte suivante et votre adversaire va être obligé de prendre les cartes que vous avez sautées et de les ajouter à ses territoires. Vous n'allez pas forcément du coup récupérer le même nombre de cartes, ça peut être vraiment difficile de remonter dans la partie si la sélection est bien faite et que votre construction correspond complètement aux objectifs. Parce que vous allez avoir des manières de scorer par rapport aux différentes grandeurs de territoire, mais aussi les symboles qui vont vouloir être placés à côté de certains autres symboles, de certains autres territoires. Il y a une ribambelle manière de marquer des points de victoire dans ce jeu, vous allez y passer un certain temps aussi. C'est assez casse-tête de savoir ce que vous laissez, est-ce que ça profitera à votre adversaire, comment je les place, comment je les superpose, par un angle seulement recouvert. Ça va être aussi vraiment agréable de tenter l'adversité et d'arriver à finalement le bloquer et de lui faire perdre des points, ça peut être cool. Et encore une fois, on est sur un jeu original et très efficace. Partons sur le pont. On y danse. D'Avignon. Le troisième jeu de la gamme sur les duels. Avignon, la bataille des papes. Les papes, c'est les papes qui vont se... 15 minutes. Oui, 2 joueurs, forcément c'est un duel. 12 ans. John Dubois. Dans Avignon, la bataille des papes, on va être sur un jeu de tir à la corde. Vous allez essayer de récupérer de l'influence sur différents personnages Qui vont avoir des effets. Votre but, c'est d'essayer d'en récupérer 3, pas n'importe lesquels, faudra faire un peu gaffe, mais lorsque, en général, vous en récupérez 3, vous avez gagné la partie. Vous allez avoir 5 personnages qui sont placés entre votre adversaire et vous. Du côté de la table, vous allez vous retrouver avec 5 villes. Les personnages, pour le moment, se retrouvent au centre. Votre objectif, c'est d'arriver à les faire venir vers vous. Le système de tir à la corde. Et pour faire venir 3 personnages vers vous, parce que c'est la condition de victoire, vous allez avoir 4 actions différentes, dont déjà la première est de prier pour ramener un partisan vers chez vous. La deuxième, vous allez pouvoir châtier un personnage, l'éloigner de vous. Et s'il y en a un qui vous plaît pas, vous pouvez même carrément faire la troisième action qui est l'excommunier. Vous le retirez du coup de la partie, vous le défaussez, vous piochez un nouveau personnage et vous le remplacez au même emplacement. Activer son effet est donc la quatrième action qui est supplique. Une supplique, vous allez vous retrouver en quelque sorte à réclamer son aide, vous allez vous retrouver surtout à utiliser son pouvoir. Et là vous allez voir que le jeu de tir à la corde se met vraiment en place parce qu'il y a des personnages qui vont vous dire ramenez-en un, deux vers vous, poussez-en 2 différents de chez votre adversaire. Ça va se batailler un petit peu. C'est là où vous allez à votre tour utiliser 2 actions et forcément 2 actions différentes. Et donc vous allez jouer comme ça tout le long de la partie. Le premier qui récupère 3 personnages de son côté a gagné, mais il y a la noble qui intervient dans tout ça. Si elle est avec le paysan chez vous, vous avez perdu. Et si vous avez la noble et que en face votre adversaire récupère un chevalier, vous avez directement gagné. Votre objectif, c'est de vous débarrasser justement des cartes qui vous intéressent pas, potentiellement essayer d'en récupérer 3 en soum-soum. C'est aussi ce qui est assez dur dans le jeu, de visualiser l'effet un petit peu ping-pong que va prendre la partie. C'est pas le micro-game de la gamme qui nous a le plus emballé quand même. L'effet un petit peu trop justement répétitif des actions, la sensation de se retrouver avec quelques évidences au niveau de notre tour, potentiellement pas un choix de dingue. Ouais. On n'a pas été hyper convaincu par notre expérience. La redondance surtout. Après avoir fait le tour de ce qui était disponible en duel, passons au multijoueur. Ouais, tout à l'heure vous aviez un pote qui vous avait rejoint pour jouer, plus de solo, duel. Et là il y a encore un pote qui sonne pour venir boire l'apéro chez vous. Le troisième, il faut sortir d'autres jeux. Un micro-game. Et votre pote, il est un petit peu zinzin, il dit moi j'aime les os. Je suis allé visiter aujourd'hui les catacombes à Paris. Bah vous lui sortez la crypte de Sedlec. Le mec qui sort de ses catacombes. Crypte de Sedlec. Parce que dans la crypte de Sedlec,
vous allez pouvoir jouer à 2 et 3 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes encore une fois. C'est un jeu de Dustin Dobson. Et il faudra avoir plus de 8 ans encore une fois pour pouvoir y jouer. Déjà, vous avez remarqué que la petite gamme maintenant est rouge. Vous êtes passé dans le multijoueur. Et dans la crypte de cette deck, on est sur un jeu de placement et de tirage de cartes. Vous allez vous retrouver à tenter d'empiler correctement des os, des crânes. Votre but, c'est d'essayer de construire votre ossuaire pour marquer un maximum de points. Au début de la partie, vous avez 6 piles de cartes face cachée sur lesquelles vous allez avoir 2 crânes. Votre but, c'est de récupérer des cartes et vous allez avoir 3 types d'actions à votre disposition. Vous allez déjà pouvoir creuser dans la crypte, ce qui revient à révéler 2 cartes de crypte où il n'y a pas encore de cartes révélées, et d'en choisir une que vous allez mettre dans votre main. Mais vous l'avez compris, vous en avez une qui du coup restera révélée potentiellement pour votre adversaire. Et là, vous allez donner des infos, c'est pas forcément bon. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est exhumer. Vous pouvez vous retrouver à récupérer une carte qui était simplement visible, sans en révéler plus à vos adversaires. Donc là, vous vous retrouvez avec 2 cartes dans votre main, ce qui est le maximum, donc vous allez être obligé de faire la 3e action qui est disposer des cartes. Vous allez commencer par le bas de votre ossuaire et commencer justement à le construire au fur et à mesure des cartes que vous allez disposer. Et vous allez le construire en forme de pyramide. Ce que maintenant vous allez essayer de faire, c'est de correctement positionner vos cartes pour qu'elles vous rapportent des points. Oui, parce que chaque type de crâne est différent. Vous allez avoir les romantiques qui, s'ils sont adjacents, vont marquer 6 points de victoire. Vous allez vous retrouver avec le roi qui veut clairement dominer d'autres rois, mais surtout des paysans. Et vous avez déjà aussi les paysans qui marquent 1 point par paysan, tout simple. Ça, au moins, c'est fait. Les prêtres, vous allez compter des points en fonction de leur niveau, 2 points par prêtre, par niveau. Et ensuite... Ah ben ensuite, criminel. Criminel, enfin, bah oui. Et enfin, vous allez retrouver les criminels qui, s'ils sont adjacents à un prêtre, vont marquer 2 points de victoire. Ils cherchent la repentance. Les cocaïnes. On est encore une fois sur un jeu qui est extrêmement efficace malgré ses 18 cartes. C'est aussi ce qui nous a bien plu, ça reste un casse-tête, mais on a vraiment la sensation de faire des choix, de laisser des possibilités à nos adversaires, de vouloir un peu trop creuser et de finalement révéler trop de cartes. C'est là où il est bien équilibré. Parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça de marquer des points. Une mécanique astucieuse qui va justement vous demander de bien sélectionner vos cartes, de ne pas offrir trop de possibilités à vos adversaires, et franchement, un placement satisfaisant, casse-tête. Ouais, c'est une mise en place rapide avec une compréhension des règles qui est tout aussi rapide. Ce jeu, c'est du tout bon. Là, vous avez pris l'apéro. Vous êtes 3 potes, vous avez pris l'apéro, vous commencez à avoir un petit peu faim. Et là, un 4e pote arrive. Titouan, il arrive. Bam, vous êtes 4. Et qu'est-ce qu'on sort à 4? Qu'est-ce qu'il est temps de faire? On se met à table. Ah si, à table. À table. Vous allez essayer maintenant de construire le meilleur ragoût possible. Et pour construire ce super ragoût, il vous faudra 15 minutes et être de 2 à 4 joueurs. C'est Jason Glover qui en est l'auteur. Et il faut avoir 10 ans et plus pour pouvoir espérer manger un peu de ragoût. Vous allez construire au fur et à mesure de la partie le ragoût qui va vous permettre de potentiellement passer à table. Tout simple, vous avez un deck de cartes face cachée, chaque joueur à son tour va tirer une carte, vous allez avoir un ingrédient qui vaut un certain nombre de points, soit vous mettez dans le ragoût, soit vous nourrissez un des personnages ou animaux. Seulement 2 possibilités, vous avez pris connaissance de cette carte, c'est aussi votre avantage. Une fois que vous estimez que le ragoût est arrivé à 12 points ou plus, à la fin du tour d'un joueur, vous allez pouvoir crier « à table ». Et là, on vérifie. Il va falloir que justement on prenne ce que vous avez fait comme ragoût, mais que d'abord on nourrisse les différents animaux et potentiellement même l'humain. Tous ceux que vous n'avez pas nourris avant, il faut les nourrir maintenant. Donc enlevez des ingrédients du ragoût. Et ils ont des éléments qui leur correspondent. Vous vous retrouvez avec le lapin qui veut la carotte. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Une fois que vous avez nourri tous ceux qui n'ont pas été nourris, vous allez comptabiliser les points du ragoût. Et c'est là qu'il vous faut 12 points au minimum. Et oui, et donc vous allez compter et additionner les différents ingrédients, sachant que il y a un caillou qui enlève 3 points de victoire, qu'il y a de l'ail, s'il est tout seul il marque 6 points, s'il y en a 2 il marque plus qu'1 point.
Vous allez vous retrouver avec des poulets, avec du poireau, des carottes. C'est aussi la farandole des ingrédients. Et les patates qui marquent autant de points que ce qu'il y a de patates dans le ragoût. Une multitude de façons de marquer des points de victoire et de pouvoir espérer remporter le ragoût. Forcément, il y a un petit côté stop ou encore, où vous allez vous retrouver à essayer de jauger est-ce que le ragoût est prêt et est-ce qu'on peut réellement passer à table. Avec une pincée de bluff. Et enfin, vous venez de manger un super ragoût avec vos potes, Titouan, Jérémy, Gwendoline et toi-même. Et maintenant, on se dit, tiens, si on faisait un petit jeu coop. Il faut un petit peu resserrer les rangs. Il faut resserrer, il faut s'aider. Là, vous passez à Mégalopolis. Dans Mégalopolis, vous allez devoir construire une mégalopole, pas lisse forcément, elle peut être rugueuse. Il se jouera de 1 jusqu'à 4 joueurs. Il faudra avoir 14 ans et ça va durer à peu près 15 minutes. Et là, on retrouve des auteurs qu'on a déjà vus un petit peu tout à l'heure. Vous allez même revoir un petit peu certaines subtilités mécaniques. Puisqu'on retrouve Danny Devine, qui a encore bien deviné le jeu. On retrouvera Paul Kluka. Et enfin, Steven Aramini. On fera toujours pas de blague sur le fait que Monsieur Mini fait des jeux micro. Toujours pas. On va donc forcément retrouver des éléments et des mécaniques des chariots de l'Ouest. Vous allez directement voir la subtilité, vous vous retrouvez à prendre des cartes qui représentent votre moyen pour marquer des points. Et ces cartes-là se retrouvent au dos des cartes que vous allez utiliser évidemment pendant la partie. Malin encore. Malin, hein. Donc, encore une fois, une ribambelle de moyens de marquer des points, sauf que là, les moyens de scoring, elles ont des valeurs. Et c'est là où c'est particulier, c'est comme si le jeu se mettait un niveau de difficulté automatique en fonction de votre objectif et de vos objectifs. Vous allez faire la somme des points que vous devez atteindre pour gagner la partie. Et ça, c'est ultra fort comme mécanique. C'est hyper malin parce que forcément vous vous retrouvez avec un équilibre. Autant les objectifs ne matchent pas les uns avec les autres. Et ensuite, vous allez donc devoir, à tour de rôle, de vous passer les différentes cartes pour pouvoir construire des routes, des autoroutes, mettre des quartiers à côté de certains autres, des jardins, pas à côté des industries, etc., etc. Vous faites votre ville. Lorsque c'est votre tour de jouer, vous avez 3 cartes en main, vous en sélectionnez une et vous devez essayer de la positionner de manière adjacente ou même en recouvrant les cartes qui étaient précédemment posées. Il vous reste 2 cartes dans votre main, vous les passez à votre voisin de gauche et vous repiochez une carte, il vous restera une carte en main pour la manche suivante. On est clairement sur un jeu coop d'optimisation. On ne pourra pas discuter beaucoup sur les cartes que nous avons en main, mais par contre on peut clairement partir du principe qu'on parlera des objectifs, qu'on parlera de notre concentration sur un objectif en particulier, une route qui nous gêne, des aspects de grands territoires qui vont être aussi importants. Ça va parler autour de la table, parce que si vous parlez pas, vous avez possiblement des malus à la fin de la partie. Hein. Clairement, il va falloir essayer de coopérer de la meilleure manière possible, mais ça reste un casse-tête en commun. Encore une fois, on est sur un jeu extrêmement efficace en 18 cartes, c'est fou. C'est impressionnant justement de voir à quel point un jeu dans ce format-là peut en contenir en profondeur. Ouais, et nous donner des sensations de jeu qui sont aussi grandes qu'un jeu 30 par 30 chez un gros éditeur, quoi. C'est ce qui est particulier, on pourrait se retrouver à avoir des polyomino un peu épais en carton, on aurait pu se retrouver à avoir 2 paquets de cartes, un paquet qui nous donne juste les objectifs, un paquet qui nous donne juste les cartes qu'on va superposer. Non. Tout ça, c'est ramassé. 18 cartes. Et c'est très très fort. Vous êtes au courant des 7 jeux qui sont sortis de la gamme des microgames actuellement en France, localisés par Matago, édité à la base par Button Shy. On a eu là sur les tests qu'on a fait vraiment des préférences qui se sont complètement distinguées. En 3e position, on a décidé de placer la crypte de Sedlec. Ouais, pour son côté justement malin, de dévoiler des informations mais pas trop, d'optimiser le placement de sa pyramide avec des contraintes de placement. Il y a un petit peu de tout qui ressort de ce jeu pour qu'il soit extrêmement efficace malgré sa simplicité. Mégalopolis, c'est celui qui viendra en 2e position. Il nous a beaucoup plu, le casse-tête, le fait d'avoir du renouvellement pour les objectifs, finalement un micro-jeu
une énorme mécanique. Et moi, ce qui m'a plu, c'est sa mécanique, justement, d'avoir le scoring des différentes cartes objectifs à dépasser pour remporter la partie. J'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est hyper malin. Vraiment, là, d'arriver à avoir un jeu qui s'équilibre autant de lui-même. Ouais, c'est vraiment trop fort. En première position, alors que nous ne sommes pas du tout des joueurs solo, l'île des prédateurs. L'île des prédateurs en première position, c'est le premier jeu solo sur lequel on pourrait passer des heures. En fait, c'est ce qui est très particulier. Vous arrivez à vouloir maîtriser le jeu sur tous les aspects, tellement il a l'air, justement, maîtrisable. 16 cartes, vous vous retrouvez à vous dire « Je vais y arriver à les maîtriser, ces 16 cartes. » Vous les mélangez, vous les redistribuez, nouvelle partie, mais nouveau casse-tête. Moi déjà, à l'époque, j'avais déjà vraiment apprécié Palm Island quand c'était sorti. Là, l'île des prédateurs, bam, ça surpasse encore plus. Vous pouvez le considérer comme votre nouveau Palm Island. Carrément, c'est d'une efficacité redoutable. La mise en place, elle se fait en 2-2. Il n'y a pas besoin d'énormément de place pour jouer. Dans le train, dans l'avion, ça passe. C'est vraiment parfait pour jouer tout seul et passer du temps où vous vous ennuyez. Vous savez maintenant quel est notre top 3 de la gamme des micro-games. Mais attendez, il en reste un dernier qu'on vous a dit en tout début de vidéo, un petit peu chelou là. Parfois, il arrive d'autres éditeurs se retrouvent à dire « On aimerait bien prendre juste ce jeu-là de Elizabeth Hargrave. » Vous savez, la meuf de Wingspan. Ouais, qui a fait le jeu sur les piafs, un petit peu connu. Et ben, il se trouve que c'est le jeu Tussi Mussi. Et lorsque je vais vous montrer la boîte, vous allez reconnaître tout de suite que il fait pas partie de la gamme des micro-games localisés par Matago, mais il est plutôt chez Yellow, dans sa gamme des mini-games. Malin. Ils l'ont un petit peu réépaissi, la preuve, les cartes sont devenues des tuiles, vous avez des points de victoire, alors qu'à la base, il était dans cette gamme-là. Et oui, et là ils l'ont localisé pour le faire entrer dans leur gamme des minigames. Forcément, ça paraît un peu plus évident que Yellow fasse ce choix éditorial de gonfler un petit peu le jeu et de le faire passer dans une gamme existante. Et donc par ce biais, ils ont localisé Tussi Mussi. Tussi Mussi, c'est un jeu qui sera jouable de 1 à 4 joueurs. Il faudra que les joueurs aient 8 ans et plus pour jouer. Et ça durera une trentaine de minutes. Comme on vous l'a dit précédemment, c'est un jeu d'Elizabeth Hargrave. Et dans ce jeu, ça va être de la sélection de tuiles. Vous allez avoir 2 tuiles au début de votre manche. Vous allez en mettre une face cachée et une face visible. Et vous allez les proposer à votre voisin de droite. Il va en choisir une. Et vous récupérez l'autre. Exactement. Si elle est face visible, elle fait partie directement de votre bouquet parce qu'il est... C'est des plantes dont il est question. Oui, on parle de fleurs là. Et si vous prenez celle qui est face cachée, elle va dans votre souvenir. Vous allez du coup, au fur et à mesure de la partie, avec cette méthode-là, réussir à récupérer 4 cartes. Une partie en bouquet, une partie en souvenir. Et maintenant, vous allez résoudre les effets des différentes cartes en respectant l'ordre correct d'alignement. Vous allez pouvoir marquer des points selon la couleur des différentes fleurs, selon le nombre de petits cœurs qu'elles rapportent. Il y a plusieurs moyens de marquer des points de victoire pour espérer remporter la manche. Et vous allez jouer donc 3 manches comme ceci, et à la fin des 3 manches, celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie, et un bouquet de fleurs si vos adversaires sont extrêmement gentils. Merci. Vous savez à peu près tout sur la gamme des micro-games. Restez connectés parce que maintenant vous savez qu'il en sort un par mois. C'est aussi ça qui est particulier, c'est que finalement on vous fait le topo à l'heure actuelle, mais on entend déjà parler de Patty Sorcier, on entend déjà parler de Libération. Libération fait hyper envie, ça parle de spatial, ça parle de se cacher. Un Star Wars déguisé. Ouais, il y a des petits trucs qui arrivent comme ça, avec encore des mécaniques qui peuvent nous surprendre. C'est à essayer cette gamme, vraiment. 60 jeux 60 jeux. Il y a de quoi faire pendant des mois et des mois et des mois. Pas besoin de Calax. Quand vous avez une ludothèque de 60 micro-games, ça doit être à peu près grand comme ça. Voilà, pas besoin. Les Calax c'est fini. Ikea ils vont chuter en bourse. On espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo carrément spéciale, parler d'une gamme qui n'est même pas finie pour nous. Bah, c'est une première, hein. Et ce n'était pas une vidéo mini alors qu'on a parlé de micro-games. Mazette. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Écrivez-nous en commentaire pour savoir quel jeu de la gamme vous avez testé, lesquels vous avez aimé ou pas aimé. Ou même ceux que vous attendez avec impatience, parce que forcément, on regarde avec nos grandes jumelles ce qui va arriver. C'est toujours super intéressant d'avoir vos avis et d'échanger avec vous, donc n'hésitez surtout pas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et jusque là, Jouez bien, jouez malin, ciao!